ce ne sera pas une grande surprise si je vous dis que j'aime parler de cinéma. Alors je n'ai pas de grandes connaissances particulières en la matière, donc ne voyez pas cette vidéo comme une thèse ou un documentaire, mais comme une approche un petit peu différente de ce que je cherche à faire d'habitude. Parce que ce qui me plaît vraiment dans le vaste monde du cinéma, c'est l'exploration, la découverte de cultures différentes au travers de thématiques fortes. Et je me suis rendu compte de deux choses. Alors je regardais beaucoup de films japonais, d'une part, et beaucoup d'entre eux parlaient de la mort. Si la thématique n'est pas forcément des plus joyeuses, elle a le mérite d'amener le plus souvent des scènes marquantes aux couleurs explosives. On peut ainsi penser à Jigoku de Nobuo Nakagawa et de ses âmes tourmentées, de ses visuels cauchemardesques et de ses flammes omniprésentes, en pleine opposition à la représentation d'un paradis bouddhiste, beaucoup plus posé mais tout aussi tragique dans les contes de la princesse Kaguya d'Isao Takahata. On peut aussi parler d'une mort et d'un enfer plus symbolique, par exemple, dans les hallucinations des patients rendus amorphes par les médicaments dans le pique-nique de Shunji Iwai, qui finissent par se libérer dans une fuite qui les conduira inévitablement à leur mort. On peut aussi penser à une mort voulue, née désirée par Mikio et Yaki, deux amants adeptes d'un sexe violent et destructeur dans La Bête aveugle de Yasuzo Masumura. Nous pourrions aussi parler de la mort dans la vie de tous les jours, celle, brutale, qui amorce ou achève une intrigue, que ce soit celle d'un amant au retour d'un week-end romantique, amenant un long chemin de doute et de culpabilité pour la mélancolie de Takuya Kato, celle d'un collègue tué en opération et de la mort attendue d'une épouse pour le Hanabi de Takeshi Kitano, mais on pourrait aussi contempler la douceur, la tristesse et le tabou des rites funéraires dans le Departures de Yojiro Takita, une inévitable fin qui amène une dernière transmission de savoir dans Les Délices de Tokyo de Naomi Kawase, ou bien un dernier projet pour un arrondissement modeste dans Le Vivre d'Akira Kurosawa. On pourrait aussi affronter la dureté d'une mort dictée par des lois froides et implacables pour le plan 75 de Chie Hayakawa. Enfin, nous pourrions parler des fausses morts, de ces tromperies, de ces coups manqués, celles temporaires mais ô combien traumatisantes pour toute une génération d'enfants, à laquelle j'appartiens, de Sacha dans Pokémon Mewtwo contre-attaque de Kunihiko Yuyama, celle d'un père présumé mort venant bouleverser la vie en apparence tranquille d'un courtier en assurance et de sa femme dans le Wait and See de Shinji Somai, ou d'un soldat qui se reprochera sa propre survie dans le Godzilla -1 de Takashi Yamasaki. Citons encore quelques mentions honorables. La mort comme seul moyen de survivre pour un tandem mère-fille meurtrier dans le Howl de Kaneto Shindo, la conjuration d'expériences de mort imminente sous un portrait de Joseph Staline dans Occulte Bolchevism de Hiroshi Takahashi, la mort fantasmée de Murakawa dans Sonatine, Mélodie mortelle de Takeshi Kitano, encore lui, et la succession de morts toujours plus grotesques et sanguignolantes dans le Battle Royale de Kinji Fukasaku. Mais ce qui m'intéresse ici, ce sont les représentations plus abstraites, les aventures des protagonistes dans les limbes même de leur propre disparition, réelle ou figurée. Alors comment on dit déjà ? Ah oui, plongeons-nous dans 4 films qui ont représenté la mort dans toute son étrangeté et dans toutes ses couleurs. Commençons par l'un des cinéastes japonais actuels les plus francophiles et un choix somme toute assez évident. Afterlife d'Hirokazu Koreeda, sorti en 1998. Quelque part au beau milieu des limbes séparant la vie de la mort, une petite équipe reçoit chaque lundi une nouvelle vague de personnes fraîchement décédées. Afin qu'elles puissent continuer leur périple dans l'au-delà, ces musiciens, conseillers et réalisateurs vont se charger de leur faire revivre une toute dernière fois leurs souvenirs favoris, afin qu'ils puissent l'emporter avec eux dans l'éternité. Que ce soit le souvenir de pétales de cerisier emportés par le vent, celui d'une robe achetée par un être cher, ou un témoignage de douceur ayant illuminé une vie plutôt sombre, les souvenirs reprennent peu à peu vie avec les moyens du bord. Le samedi, ces âmes en transit sont alors réunies dans la salle de projection, chacun pouvant assister au film retraçant le plus fidèlement son souvenir le plus cher, avant d'amorcer leur dernier départ. La beauté du film réside dans l'alternance entre ces reconstructions et de véritables interviews conduites par Koreeda, dans lesquelles des anonymes se confient sur le souvenir qu'ils souhaiteraient emporter avec eux. Loin de chercher à retranscrire parfaitement un moment clé dans la vie d'une personne, Koreeda souhaite plutôt refléter la nature ambiguë des souvenirs, l'impact que certains événements, paraissant anodins de prime abord, auront sur la vie des gens jusqu'à leur dernière heure et pour l'éternité. Il y a d'ailleurs un contraste assez intéressant avec ce film. Ce n'est en effet pas la première fois que les limbes, ou l'après, comme on peut l'appeler parfois,
sont représentés par une sorte d'administration perdue dans des locaux vétustes, cherchant à faire au mieux un travail sans fin pour accompagner les nouvelles âmes défuntes au paradis ou en enfer, mais il est rare qu'elle y soit présentée comme un service, comme une véritable zone d'entraide uniquement motivée par le souhait de bien faire, de rendre hommage à une vie en la jugeant un minimum, et à garantir de façon égalitaire que tout le monde sera en mesure de partir accompagné de son souvenir le plus cher. Là où il aurait été assez facile de tomber dans une sorte de cynisme ou de nihilisme grinçant, Koreeda préfère l'écoute, l'humanité et l'entraide. Un message touchant qui nous rappelle que même dans la mort, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Restons dans les limbes toujours, ici plus chaotique et cauchemardesque. Dans ce moyen-métrage d'une trentaine de minutes, un petit garçon qui ne sera jamais directement nommé cherche à comprendre ce qui lui arrive. Il se retrouve piégé dans un monde en apparence gris et froid, et les lieux qu'il reconnaît ne semblent plus vraiment l'accepter. Puis vient la terrible réalisation quand il tombe sur son portrait funéraire. Il est bel et bien mort. Il ira voir ses souvenirs au cinéma. Tiens, le thème du cinéma, on va en reparler plus tard. Et va tomber sur des personnages de plus en plus loufoques, jusqu'à son père qui tient même un débit de boisson au pied d'un phare. Twilight rappelle un peu cette impression qu'on peut avoir au réveil, en tentant de se souvenir de ses rêves et de se rendre compte de leur côté irréel et décalé. Et en 30 minutes, on a tout. Du slapstick à la Chaplin, du glauque, du loufoque, du triste, et tout ça dans une ville déserte au petit matin. Alors ce qui me renvoie directement à une image que je me fais de l'après, celui de se retrouver au beau milieu d'un endroit très familier, mais complètement désert, comme une sorte d'espace liminal de l'après-vie. C'est un peu comme si notre esprit, avant de disparaître définitivement, emportait avec lui une copie du lieu le plus significatif pour nous, mais n'était plus assez puissant pour y rajouter la vie à l'intérieur. Il y a bien quelques autres âmes esselées qui s'y promènent, tout aussi étranges et perdues, jusqu'à cette dernière longue marche, traversant les saisons et ces brefs moments d'une jeune vie, jusqu'au dernier au revoir au beau milieu des rails. C'est d'autant plus marquant qu'il n'y a que très peu d'informations sur ce moyen-métrage, parce qu'il semble s'agir du seul et unique film de son réalisateur, Tengai Hamano. On peut tout de même trouver que ce film a remporté 2 prix, l'un au festival du court-métrage de Berhausen et l'autre au festival international du film de Melbourne. Plutôt orienté vers le théâtre, le réalisateur sera créateur, dirigeant et acteur de la troupe Shonen Oja Cannes. Ses adaptations de grandes pièces ont visiblement été très appréciées et il s'est même plusieurs fois produit en dehors du Japon. Au milieu des années 2000, il a annoncé travailler sur 2 longs métrages basés sur les travaux de Yoshiharu Tsuge et Junichiro Tanisaki, mais malheureusement, ce sont des projets qui n'arriveront jamais, Tengai Hamano étant décédé l'année dernière à l'âge de 64 ans. Twilight restera donc à jamais le seul travail filmé de ce réalisateur, où des âmes s'entrechoquent dans une ambiance tout sauf crépusculaire. J'aimerais vous dire que le prochain choix va être un peu plus gai, mais c'est pas vraiment le cas. Pour rester dans le cinéma un peu abstrait, allons cette fois-ci en 1991 avec J'ai entendu la monite murmurer d'Isao Yamada. Un jeune géologue reçoit un jour une lettre de sa sœur, alitée depuis son enfance et atteinte d'une grave maladie. La lettre est assez alarmante pour qu'il prenne immédiatement le train et lui rende visite. Et vous savez quoi ? Il n'est jamais directement, frontalement fait référence à la mort. Il y a d'ailleurs très peu de dialogue pendant tout le film, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à cette omniprésence de l'hiver, souvent utilisée comme une métaphore pour une fin de vie, et de l'ammonite, jusque dans le titre du film, qui sert à mon sens à un double propos. D'une part, le fait que le personnage du géologue est piégé dans son propre passé, ressassant en boucle les mêmes événements marquants de son enfance, jusqu'à brouiller cette frontière entre le lui adulte et le lui enfant, mais aussi parce qu'il peut être le symbole de la mort et de la renaissance, ce qui colle plutôt bien à l'ambiance du film. Et puis, pourquoi cette sœur, pourtant clouée au lit depuis déjà plusieurs années, se retrouve entourée d'un voile blanc, perdu dans la neige ? Pourquoi y voit-on son frère la porter vers la mer ? Pourquoi autant de scènes de feu et d'incendie ? Pourquoi tous ces plans de la sœur tenant un cristal les yeux grands ouverts sous l'eau ? Eh bien, si je peux vous rassurer, je n'ai absolument aucune réponse à ces questions. Ou tout du moins aucune réponse définitive. Et c'est tant mieux. Ces films peuvent paraître intimidants. Ils n'ont aucune structure narrative claire, ils se reposent avant tout sur de la symbolique pure et prennent un malin plaisir à brouiller les pistes quand le spectateur croit enfin tenir quelque chose.
Pourquoi, par exemple, y a-t-il autant de confusion entre le frère et la sœur, comme s'ils n'étaient qu'une seule et même personne? Mais que c'est beau, bon sang! Rien que pour le plan de l'ammonite en train de brûler, j'aurais envie de le redécouvrir à nouveau. Et chaque personne le regardant aura d'ailleurs une vision différente du propos et sa propre interprétation des scènes. Et ça, c'est la vraie force du cinéma. Enfin, pour conclure, trichons un peu. Si nous sommes restés plutôt terre à terre dans nos exemples de morts au cours de l'introduction, il faudrait aussi longtemps parler des différentes morts symboliques, celles des rêves, des ambitions et des innocences. Alors vous connaissez sûrement le grand classique américain de Billy Wilder, Boulevard du Crépuscule, sorti en 1950. Eh bien il existe une sorte de remake spirituel dans To Sleep So As To Dream, que l'on pourrait traduire par « dormir pour mieux rêver ». Mélangeant les époques, entre le début et la fin du muet, et accompagné de 2 enquêteurs chargés de retrouver une fille portée disparue, le film se transforme vite en recherche d'une époque abolie, oubliée, perdue à tout jamais. La recherche se mue en voyage entre les époques, mélangeant mort et vivant, propulsant les 2 enquêteurs au beau milieu d'un chassé-croisé d'époque, de complots des grands studios et d'une carrière mortenée, comme beaucoup d'autres avant et après elle. Le pari était osé d'ailleurs. Quand une production moderne cherche à faire du film muet, il tombe souvent dans l'écueil de le parodier ou de ne rendre hommage qu'à un seul type de film. Il est rare de voir comme ici une véritable recherche dans ses gags, son atmosphère et son message. Le seul exemple me venant tout de suite en tête est un film argentin du nom de Télépolis, d'Esteban Sapir. La mort arrive bel et bien à la fin, celle d'un art désuet et celle d'une artiste n'ayant jamais eu sa chance de briller, comme si le destin de l'un venait directement causer la perte de l'autre. Une dernière note douce amère, clôturant bien plus qu'un film, mais toute une époque, dont l'inspiration du titre original n'était pas sans rappeler les mots d'une grande tragédie shakespearienne. Et parce que je vous tiens depuis déjà bien trop longtemps, nous n'aurons pas le temps d'évoquer la descente aux enfers d'un groupe d'amis dans le Haozu de Nobuhiko Obayashi, la mort vécue à l'infini dans une forme très humiliante pour Nishi dans le Mind Game de Masaki Yuasa, la presque mort pour Kuromashi, artiste raté mais déterminé dans Achille et la tortue, encore une fois de Takeshi Kitano, et bien d'autres encore. En bref, la mort est partout au cinéma, et nous pourrions encore en parler pendant des heures, et sortir même des frontières japonaises pour cela. Mais promis, nous redescendrons bientôt ensemble, une nouvelle fois dans les archives, pour parler de plein de choses, mais surtout de cinéma, de toutes ces œuvres uniques ayant existé il n'y a pas si longtemps dans notre galaxie.